Bonjour tout le monde, merci d'assister au premier mardi scientifique de l'année 2023. Alors, en espérant commencer l'année du bon pied avec cette magnifique présentation. Donc, nos présentateurs d'aujourd'hui, en fait, nous avons Dr Jean-Gabriel Dano qui va pouvoir se présenter par lui-même parce que c'est ce qu'il a demandé. Il y a également Mme Brianna Cloutier et je vais vous faire sa petite présentation à l'instant. Alors, Mme Brianna Cloutier est doctorante en psychologie clinique à l'Université de Montréal sous la supervision de Tania Lecomte. Elle fait également partie du laboratoire L'Espoir. Son projet de thèse porte sur les relations amoureuses et la sexualité des personnes vivant avec un trouble psychotique. Nous avons également Mme Marie-Ève Rabat qui va participer à la présentation d'aujourd'hui. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette discussion aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler un petit peu d'un volet de mon projet de thèse de doctorat qui s'intéresse aux relations amoureuses chez les personnes avec un trouble psychotique. Et dans ce volet, on visait à évaluer une nouvelle intervention de groupe pour les jeunes hommes avec un trouble psychotique qui souhaitaient développer des relations amoureuses saines et satisfaisantes. Donc, tout d'abord, pour vous donner un peu de contexte, pour les personnes qui ont vécu une psychose, le rétablissement signifie plusieurs choses, dont avoir une vie satisfaisante, remplie de joie et de projets, et être un citoyen à part entière. Et ça implique d'atteindre certains objectifs, dont avoir une bonne santé physique et mentale, avoir un bon travail qui est rémunéré ou étudié, vivre de façon indépendante, avoir des amis et des activités sociales et avoir un partenaire amoureux. Malheureusement, de tous les objectifs du rétablissement, le dernier, c'est un objectif avec lequel les gens ont souvent moins d'aide, en fait. On n'est pas très bon pour aider la clientèle dans cette sphère de leur vie. Pour les personnes qui vivent avec un trouble psychotique, les relations amoureuses présentent de nombreux défis, peuvent mener plusieurs à être exclus de cette sphère de la vie. On retrouve par exemple des difficultés liées au fonctionnement sexuel et social. Donc, au niveau du fonctionnement sexuel, on peut trouver des difficultés à tout stade d'une activité sexuelle, dont l'excitation, l'orgasme, etc. Et ça peut être lié aussi aux médicaments ou même à autre chose, en fait. Donc, ça peut être assez variable d'où proviennent ces difficultés. Au niveau social, on a des difficultés liées à la communication, aux habiletés sociales et à la cognition sociale qui peuvent rendre les relations amoureuses plus difficiles. On retrouve aussi des traumas antérieurs qui peuvent causer problème dans les relations intimes futures des personnes avec un trouble psychotique. Donc, les gens qui ont vécu un abus physique, psychologique et ou sexuel peuvent développer des attachements insécures en relation et cela peut évidemment mener à des conflits ou des tensions là, au sein d'un couple. Il y a aussi la problématique de la stigmatisation qui peut être externe autant qu'interne. Quand on parle de stigmatisation externe, on fait surtout référence à la stigmatisation qui provient d'autres gens ou de structures sociétales. Donc, quelqu'un qui cherche un emploi, par exemple, ou qui cherche à s'héberger peut vivre la discrimination de l'extérieur. Au niveau de la stigmatisation interne, on parle plutôt d'une personne qui se stigmatise elle-même pour sa condition psychiatrique et ceci peut mener la personne à s'arrêter ou s'empêcher de participer activement à la vie sociale. La stigmatisation peut aussi provenir des professionnels de la santé. Il y a plusieurs études qui montrent que les gens sont malheureusement mal formés pour adresser ces problématiques avec la clientèle et peuvent même être stigmatisants dans leurs propos et leurs interactions. Donc, c'est bien important de faire très attention à ça et de mettre des efforts là, pour assurer une meilleure formation des professionnels qui communiquent avec cette clientèle. Quelques statistiques dont j'aimerais vous faire part. Donc, la première provient d'une étude qui comparait des taux auto-rapportés de solitude chez les personnes avec un trouble mental grave, dont un trouble psychotique, et la population générale. Donc, les gens avec un trouble mental grave rapportaient, bien, en fait, 80% des gens avec un trouble mental grave rapportaient se sentir seuls. Et ce taux-là est 2,3 fois celui de la population générale. Donc, quand même assez significatif comme différence. Et on peut s'imaginer que pendant la pandémie, ça devait être beaucoup plus élevé.
Maintenant, les deux autres statistiques proviennent d'une étude qui s'intéressait aux besoins non comblés des personnes avec un trouble mental grave. Et on voit que 90% des personnes dans l'étude ont rapporté des besoins sexuels non comblés et 83% ont rapporté des besoins intimes non comblés. Bien que les relations intimes peuvent être difficiles pour les deux sexes, les hommes avec un trouble psychotique semblent être particulièrement désavantagés dans la sphère amoureuse. Donc, il y a des études qui montrent que moins de 20% des hommes avec un trouble psychotique sont engagés dans une relation intime stable et jusqu'à 80% seraient célibataires depuis plus de 5 ans. Il y a plusieurs raisons pour ça. Une étant que le premier épisode psychotique a tendance à être plus précoce et sévère chez les hommes que les femmes. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est plus fréquent. Et il y aurait aussi une présence augmentée de facteurs aggravants, par exemple la toxicomanie, qui peuvent complexifier une relation intime, évidemment. Maintenant, si on parle un petit peu de traitement, de façon plus générale, on sait que les interventions psychosociales peuvent aider à réduire les symptômes psychotiques. Donc, la thérapie cognitivo-comportementale ou TCC peut aider à réduire les symptômes positifs et l'entraînement aux habiletés sociales ou Social Skills Training en anglais peut aider à réduire les symptômes négatifs. Malheureusement, malgré qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont montré que les interventions psychosociales peuvent être très aidantes à plusieurs niveaux, il existe très peu d'interventions qui abordent directement la sphère amoureuse et qui sont validées empiriquement. C'est important aussi de prendre en compte les modalités et l'accessibilité des interventions. Donc, on sait que les thérapies de groupe peuvent être particulièrement aidantes pour travailler les difficultés ou les enjeux relationnels et elles sont aussi particulièrement aidantes pour aider les jeunes adultes avec un trouble psychotique. La thérapie par visioconférence peut aussi pallier à des problèmes logistiques, donc des problèmes de transport, des problèmes au niveau de l'horaire, par exemple, qui influencent l'adhérence au traitement. Et ça, c'est bien important parce qu'on sait que c'est une clientèle aussi avec qui c'est plus difficile parfois de maintenir l'adhérence au traitement. Donc, de pouvoir être flexible, de pouvoir offrir différentes options, ça peut aider les gens à poursuivre le traitement et en bénéficier davantage. Donc, sachant qu'on voulait développer une intervention de groupe pour les jeunes hommes avec un trouble psychotique qui souhaitaient améliorer leur vie intime, nous devions tout d'abord déterminer les obstacles aux relations amoureuses, déterminer si ceux-ci étaient spécifiques ou communs. Ensuite, on a élaboré un canevas de l'intervention et on a vérifié ce canevas-là auprès d'experts qui incluaient par exemple des patients partenaires, des cliniciens, des chercheurs de couple et de sexualité. Donc, la première étude qui a été menée par Rowena Pillay et collègues, c'était une étude qui comparait 3 groupes, en fait. Donc, le premier groupe, c'était un groupe de 23 hommes célibataires avec psychose précoce. Le deuxième groupe, de 31 hommes célibataires sans diagnostic psychiatrique. Et, le troisième groupe, 29 hommes en couple sans diagnostic psychiatrique. Donc, on a comparé les groupes et on a remarqué au niveau des résultats qu'il y avait une fréquence plus élevée du style attachement anxieux chez le premier groupe, donc le groupe avec la psychose précoce, et que ceci s'était lié à l'autostigmatisation qui était présente dans ce groupe. On a remarqué aussi qu'il y avait moins de comportements sociaux et intimes et moins de confiance en soi chez le premier groupe comparativement aux 2 autres groupes. Maintenant, l'étude 2, qui a été menée par Anna Clateau-Desjardins et collègues de notre laboratoire, c'était une étude qualitative. Donc, on a mené des entretiens avec 12 jeunes hommes avec psychose précoce qui avaient eu au moins une relation amoureuse par le passé. Il y a eu plusieurs thématiques intéressantes qui en sont ressorties. Une étant que les gens qui étaient plus actifs sur le plan romantique étaient souvent plus avancés dans leur établissement. Aussi, les gens percevaient souvent l'intimité comme un concept abstrait. C'était plus difficile pour eux de comprendre qu'est-ce que ça impliquait l'intimité. Et ça pouvait parfois peut-être être lié à des déficits socio-cognitifs et des traumatismes que la personne avait vécus par le passé. Au niveau des obstacles, il y avait plusieurs choses qui sont ressorties, dont la peur de se sentir envahi ou au contraire d'être rejeté ou abandonné. Il y a plusieurs personnes qui ont nommé avoir l'impression de manquer d'expérience dans leur relation intime, ce qui pouvait nuire à leur contact avec les autres. Plusieurs personnes ont soulevé des problèmes sexuels et autres effets secondaires liés à la médication. Il y avait aussi l'élément d'autostigmatisation qui était assez présent.
Plusieurs personnes ont nommé vouloir s'accomplir autrement avant d'entamer une relation amoureuse, donc de trouver un travail, de vivre de manière indépendante. Et certaines personnes avaient pris conscience de certains déficits socio-cognitifs qui rendaient, encore une fois, une relation plus difficile ou complexe. Et enfin, une autre conclusion de l'étude, c'était que les gens avaient tendance à avoir plus confiance ou plus de confort avec l'intimité sexuelle qu'émotionnelle. Donc, l'aspect physique était peut-être plus facile, mais tout ce qui touchait aux émotions, aux pensées de l'autre, par exemple, à la théorie de l'esprit, ça, c'était un petit peu plus difficile. Tout ce qui était dans la mentalisation ou la compréhension de l'intimité, outre le physique, était plus difficile. L'étude 3 a été menée par Catherine H. Labelle et collègues, encore une fois de mon laboratoire. Et ça, c'était une étude de pilote pré-poste avec 7 jeunes hommes avec psychose précoce. Et ici, on a vraiment évalué l'efficacité préliminaire d'une intervention de groupe qu'on avait développée. Et les résultats principaux étaient que l'intervention était faisable et acceptable auprès de la clientèle. Et on a aussi identifié certaines améliorations au niveau du fonctionnement social et romantique et aussi au niveau de la cognition sociale, plus précisément là, les habiletés de mentalisation. Donc, je vous présente le programme qui a été évalué dans l'étude 3 et dans l'étude 4 que je vais vous présenter par la suite. Donc, je ne vais pas aller trop en détail ici pour notion de temps, mais je vais vous parler brièvement de ce qui a été abordé dans chaque séance. Donc, dans la séance 1, on se questionne tout d'abord à savoir est-ce qu'on est prête à avoir une relation amoureuse? Donc, on aide la personne à explorer les avantages et les inconvénients d'être en couple et on parle aussi de la santé mentale dans ce contexte-là. Donc, si on a une relation qui est saine et soutenante, ça pourrait nous aider au niveau de notre santé mentale. Mais si on a une relation avec beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup de stress, mais ça peut avoir un impact négatif aussi. Donc, on parle de ça avec les participants. Ensuite, les séances 2 et 3, on parle beaucoup de la phase de dating, donc la phase de fréquentation où la personne n'est pas encore en couple stable, mais elle fréquente une ou plusieurs personnes. Donc, par exemple, on se pose la question où rencontrer quelqu'un? Dans quel lieu, dans quel contexte? C'est quoi les avantages et les inconvénients des différentes façons de rencontrer quelqu'un? Aussi, comment on montre notre intérêt à quelqu'un d'autre? Donc, dans le langage verbal et non verbal, comment on signale à quelqu'un qu'on est intéressé et comment savoir si l'autre personne est intéressée également? Puis, il y a des jeux de rôle qui ont été associés à ça aussi pour aider les gens à pratiquer ces outils-là. À la séance 4, on parle plus de valeur et du long terme un petit peu. Comment savoir si la personne qu'on fréquente, elle pourrait être bonne ou non pour nous en relation? Comment savoir si ça pourrait durer, si ça pourrait fonctionner? À la séance 5, on essaie d'aider la personne à travailler sur son estime de soi, reconnaître les qualités, les forces, les ressources qu'elle a en relation et comme partenaire amoureux. Et on parle aussi de divulgation. Donc, est-ce que la personne prévoit parler de sa santé mentale avec son partenaire? Si oui, à quel moment? Au début, à la fin, jamais. C'est des questions importantes et comment l'aborder avec un partenaire. À la séance 6, on se concentre beaucoup sur les émotions, donc comment reconnaître ces émotions et comment les communiquer. Et il y a aussi des stratégies pour se calmer quand les émotions sont trop fortes. À la séance 7, on introduit le modèle de TCC et on aide la personne à rechercher des explications alternatives lors de moments de questionnement ou de conflit dans une relation amoureuse. On aide la personne à vérifier les faits, en fait. Puis aussi d'explorer qu'est-ce qui se passe pour l'autre, qu'est-ce qui se passe pour moi, comment un peu éviter les présomptions, là, puis vraiment mieux comprendre qu'est-ce qui se passe entre nous deux. À la séance 8, on parle de son histoire et de ses craintes. Donc, quelles sont mes craintes en relation? Peut-être que la personne a peur de se sentir envahie ou abandonnée. Comment en parler avec son partenaire? Comment trouver la bonne distance? C'est une autre thématique qu'on aborde. Les séances 9 et 10 s'intéressent beaucoup à la sexualité. Donc, quand déterminer le bon moment pour une relation sexuelle? Quelle est la différence entre la pornographie et la réalité? On parle aussi de préférences sexuelles, d'exploration et d'identité. On parle également de la contraception et les façons de se protéger, et aussi des problèmes sexuels qui peuvent être liés à la médication et certaines solutions potentielles. La séance 11 se concentre sur la gestion des conflits.
Donc, on explore différentes stratégies pour comprendre et gérer les conflits, dont la résolution de problèmes, l'utilisation du jeu, vérifier la perspective de l'autre. Donc, plusieurs façons vraiment d'aborder ça. On donne des exemples concrets pour aider la personne à bien se placer. Et dans la séance 12, on parle de stratégie pour garder le couple heureux à long terme. Donc, qu'est-ce qui caractérise les couples heureux? Souvent, c'est des activités partagées, des valeurs communes, etc. Comment renforcer ça? Et quels comportements peuvent aider à maintenir un couple au long terme au niveau de l'intimité, la sexualité, etc. On fait également un dernier survol du module pour aider les participants à se rappeler des points majeurs ou des points forts, en fait, du module pour eux. Donc ça me mène à l'étude 4 où on a évalué à nouveau le programme d'intervention. Cette fois-ci, c'était à 5 sites de traitement, dont 3 à Montréal et 2 en France. Et l'intervention de groupe, qui durait 12 semaines, était offerte en 2 modalités. Donc, on a offert à un groupe l'intervention en personne et à un autre groupe l'intervention à distance via visioconférence. Il y a eu 4 évaluations, dont 2 avant l'intervention et 2 après l'intervention. Et il y a aussi une petite entrevue qualitative au temps 4, donc la dernière rencontre, pour connaître l'expérience subjective des participants par rapport au programme. Les critères d'inclusion étaient d'avoir entre 18 et 35 ans, avoir vécu au moins un épisode psychotique, avoir des symptômes stabilisés et pouvoir lire et comprendre le français. Les critères d'exclusion étaient l'incapacité à consentir à l'étude, la présence d'un trouble organique ou d'une déficience intellectuelle, ou si la personne recevait des services actuellement qui étaient centrés sur les compétences relationnelles. Il y a eu plusieurs mesures, dont une mesure sociodémographique, un questionnaire sur la situation amoureuse. Donc, ce questionnaire-là, c'est un bref questionnaire qui posait des questions par rapport au nombre de dates que la personne a vues dans le dernier mois et si elle avait entamé une relation stable ou pas. Et si oui, pendant combien de temps elle était en couple. Le BPRS nous a permis d'évaluer les symptômes psychiatriques de la personne. Le RRFS et le FESFS évaluaient le fonctionnement romantique. Le MSQ évaluait le fonctionnement sexuel. Le SIRS-FS évaluait l'estime de soi. Et le SMIS évaluait l'autostigmatisation. Au niveau des analyses, on a fait certaines analyses descriptives pour évaluer les présences aux rencontres et les situations amoureuses. Il y a aussi eu des ANOVA mixtes avec variable contrôle, l'âge, le site de traitement, le niveau d'éducation et le diagnostic de la personne. Et enfin, les données qualitatives ont été synthétisées via des calculs de fréquence de mots ou de phrases. Pour vous donner un petit aperçu de l'échantillon, on voit ici que 14 participants de l'échantillon global avaient reçu la thérapie en présentiel, tandis que 13 l'avaient reçue à distance. L'âge moyen pour le groupe global était d'environ 28 ans. Et au niveau de l'éducation, on peut voir ici que la plupart avaient soit un diplôme secondaire ou aucun diplôme secondaire. Au niveau du diagnostic, on voyait que la plupart des personnes avaient un diagnostic de schizophrénie et certaines personnes avaient seulement vécu un épisode ou avaient eu un trouble de l'humeur avec psychose. Donc, c'était quand même bien varié et diversifié. Maintenant, je vous présente les résultats. Tout d'abord, les données descriptives sur la situation amoureuse des participants. Donc, on voit ici qu'au temps 1, qui était 1 mois avant le début de l'intervention, aucun des participants était en relation amoureuse stable et 4 participants ont nommé avoir récemment été en date. Au temps 2, on voit qu'un participant était en relation stable et un participant a été en date. Donc, le temps 2, c'est immédiatement avant l'intervention. Il n'y a pas encore eu de traitement, en fait. Au temps 3, qui est tout de suite après l'intervention, il y a 3 participants qui ont nommé être en relation amoureuse stable et 7 participants qui ont indiqué avoir été en date récemment. Et enfin, au temps 4, qui est 1 mois après la fin de l'intervention, 3 participants ont nommé être en relation stable et 5 participants ont récemment été en date. Et je vous invite à porter attention aux 3 participants ici qui ont été en relation amoureuse stable. C'est les mêmes qui étaient en relation amoureuse au temps 3. Donc, ça signale quand même qu'il y a eu une longévité là, à la relation que les personnes ont poursuivi dans la relation dans laquelle étaient précédemment.
Maintenant, je vous présente les résultats quantitatifs plus globaux. C'est un gros tableau, donc je vous invite à porter votre attention seulement aux cases rouges. Donc, la première étant celle au milieu ici. Donc, ce qu'on peut voir de ce tableau-ci, c'est qu'il y a eu une amélioration sur certaines variables dépendantes. Et les variables dépendantes où il y a eu une amélioration, c'était tout d'abord les symptômes des participants. Donc, les symptômes globaux, on voit total ici, le BPRS total à gauche, et les symptômes négatifs des participants. Donc, il y a une amélioration sur ces deux variables-là. Il y a aussi une amélioration sur le fonctionnement rhumatique qu'on voit ici avec le ARFS total. Et si on regarde les sous-échelles, on voit qu'il y a une amélioration au niveau des ressources et du stigma, mais pas des risques que la personne peut percevoir en relation. Donc, seulement 2 sous-échelles sur 3 où on a vu une amélioration. Maintenant, si on regarde tout à droite du tableau, on peut voir les tailles d'effets associées avec ces changements-là. Donc, c'est des changements quand même assez larges, surtout pour les symptômes et pour les ressources que la personne avait perçues comme ayant obtenues à travers l'intervention. Aussi, quand on regarde la dernière case à droite, on voit qu'il n'y a pas eu d'interaction entre le temps et la modalité. Ce que ceci signale, c'est que les deux modalités, en fait, étaient tout aussi efficaces pour produire ces résultats-là. Donc, il n'y avait pas de changement à travers les deux groupes, que ce soit en présentiel ou à distance. Maintenant, si on retourne au milieu, en bas du tableau, dans la case rouge, on voit aussi qu'il y a une amélioration au niveau du comportement lié à l'intimité, le FESFS Behavior, ici à gauche, et au niveau des habiletés de mentalisation après une intervention. Malheureusement, l'intervention n'a pas eu d'impact sur le fonctionnement sexuel, ni sur l'estime de soi ou l'autostigmatisation, comme on peut voir ici dans le milieu où il n'y a pas eu de changement significatif. Maintenant, par rapport aux données qualitatives, 21 personnes sur 27 ont accepté de nous partager leur expérience du programme. Et sur ces 21, 17 se sont dit satisfaits. Ce qui a été apprécié par les participants, c'était tout d'abord l'opportunité pour échanger et socialiser avec leurs pairs, un environnement qui était considéré sécuritaire et sans jugement. Le fait aussi d'avoir accès à des outils concrets, dont des idées d'activités à faire en date ou des conseils pour résoudre les conflits, par exemple. Il y a plusieurs personnes qui ont également nommé apprécier avoir un point de vue féminin. Donc, les participants étant tous des hommes dans cette étude, le fait d'avoir une thérapeute femme, mais ça donnait une autre perspective sur certaines problématiques ou certains enjeux qui étaient discutés. Enfin, qu'est-ce qui était moins apprécié par les participants? Il y avait tout d'abord la quantité de jeux de rôle. C'est intéressant parce que certaines personnes ont nommé vouloir plus de jeux de rôle et d'autres auraient aimé en avoir moins. Donc, c'est un peu mitigé à ce niveau. Certaines personnes ont aussi nommé moins apprécier les échanges sur la sexualité, surtout par gêne ou par inconfort, en fait. Le sujet était sensible pour eux. Et enfin, il y a certaines personnes qui ont nommé être dérangées par les symptômes psychotiques de d'autres participants qui étaient peut-être un peu plus prononcés, par exemple. Maintenant, les conclusions de l'étude. L'intervention de groupe A2C permet d'améliorer les symptômes psychiatriques, le fonctionnement romantique et la cognition sociale des jeunes hommes avec un trouble psychotique. Le programme augmente aussi les comportements directement liés à l'intimité, tels qu'une plus grande participation aux dates et le développement de relations amoureuses stables. Et enfin, l'intervention de groupe semble produire des résultats similaires dans les deux modalités étudiées, en personne et à distance. Autre chose à considérer, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, il y a peu d'amélioration sur la variable du fonctionnement sexuel. Donc, c'est possible que ceci soit lié au fait qu'il y ait seulement 2 séances où vraiment on a parlé de sexualité. C'est possible qu'il n'y ait pas eu assez de contenu, assez de temps pour vraiment produire des changements à ce niveau. Aussi, on avait une petite taille d'échantillon. Peut-être qu'il y a eu un petit effet qu'on a été incapable de détecter. Donc, ce serait à voir avec une étude avec plus de participants si on retrouverait un peu le même résultat. Aussi, il n'y a pas eu de changement au niveau de l'estime de soi, de l'autostigmatisation ou les attitudes liées à l'intimité chez les participants. C'est possible que ces choses-là soient plus difficiles ou longues à modifier. C'est quand même, on parle ici de schémas et de croyances qui peuvent être assez ancrés. Donc, peut-être qu'un programme plus long serait nécessaire pour changer ces choses-là.
Peut-être aussi que la personne a besoin d'expériences positives pour pouvoir justement changer des croyances et des schémas existants. Et enfin, ça serait intéressant de réfléchir à l'idée d'une intervention complémentaire sur le trauma. C'est possible que si on travaille le trauma, soit avant ou pendant l'intervention de groupe qui est proposée, il pourrait y avoir des changements au niveau de l'estime de soi, l'autostigmatisation et les attitudes en lien avec l'intimité. Mais encore une fois, ça serait vérifié auprès d'une étude future. Pour terminer, les limites de l'étude 4, comme je viens de le mentionner, on avait un petit tas d'échantillons qui pourrait limiter la découverte de certains petits effets. Aussi, il n'y avait pas de groupe contrôle, donc ce n'était pas un essai contrôlé randomisé, mais on aimerait peut-être pouvoir mener une étude comme ça plus tard. L'impact de la pandémie est également inconnu, donc on n'a pas posé de questions aux participants de comment la pandémie pouvait avoir un impact sur leurs relations. Toutefois, les résultats sont assez similaires à ceux de l'étude pilote qui a eu lieu avant la pandémie. Donc, c'est quand même encourageant de voir que les mêmes variables ont changé ou ont eu des améliorations dans les deux études. Certaines de nos mesures étaient auto-rapportées, donc évidemment, c'est un peu moins objectif par rapport à certaines variables dépendantes. Et enfin, il y avait un manque de diversité quant à l'identité de genre et l'orientation sexuelle des participants. Et je vais laisser mes collègues vous en parler un petit peu plus dans la deuxième partie. Merci beaucoup, Mme Cloutier. Donc, c'était vraiment très excellent. Alors, est-ce qu'à cette période-ci, vous avez des questions à lui poser par rapport au contenu qui vient d'être présenté? Alors, pour la prochaine partie, c'est Dr Dano et également Marie-Ève Gélineau-Rabat. On s'était dit que ça serait intéressant de faire la suite de la présentation sur comment ça avait été l'animation de ces groupes-là. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu plus concret. On trouvait que ça complétait bien la présentation sur le contexte théorique, puis vraiment comment l'étude avait été organisée. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je peux continuer. Je trouvais ça intéressant de vous dire qu'on avait commencé à avoir des échanges de courriels concernant ce projet-là au début 2020. Puis même, je pense que Magali et Marie-Ève vont commencer à avoir leur réflexion là-dessus, même avant, en 2019. Je trouve ça intéressant de le mentionner parce que vous allez voir, on n'a pas pu commencer rapidement. Là, il a fallu préparer parce qu'il y avait des enjeux d'organisation. Comment organiser des nouveaux groupes sans que ça interfère avec nos tâches habituelles. Là. Tout le monde travaille très fort. Là. Il y a beaucoup de besoins cliniques, puis on a un temps limité. Donc, comment organiser sans interférer, comment se former au préalable là, adéquatement. Entre autres, moi, j'avais peu d'expérience dans les groupes. Marie-Ève et Magali, de ma perspective, il y en avait beaucoup plus. Là. Mais donc, comment se former adéquatement pour les données. Comment recruter efficacement, recruter les participants d'une manière efficace, puis comment donner la thérapie en temps de pandémie. Il y avait déjà des études qui nous disaient que c'était possible de faire de la thérapie de groupe par visioconférence, mais moi, je ne suis pas un grand fan de la visioconférence, donc j'avais quand même des préoccupations par rapport à ça. Puis donc, c'est quelques enjeux d'organisation là, qui étaient là devant nous. Puis, donc, on aurait voulu commencer à l'automne 2020. Fait qu'il y a une phase de préparation. On a présenté le projet aux gestionnaires et co-gestionnaires. On a aussi présenté, là, je dis on, là, c'était pas toujours moi. Là. En fait, c'était souvent pas moi. C'était plutôt mes collègues qui ont présenté à l'équipe de la clinique externe. On était déjà rendu en novembre 2020. Je ne crois pas que c'est obligatoire dans ce projet-là, mais on voulait avoir un animateur homme puis une animatrice femme pour avoir les deux volets. Moi, j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été approché là, dans ce projet-là. J'ai la caractéristique d'être un homme, là. Donc ça permettait d'avoir un couple comme ça d'animateurs. Il y a eu une formation avec Tania Lecomte, donc environ 4 heures par visioconférence en décembre 2020. Tania Lecomte offrait la possibilité d'être supervisée par la suite. Fait qu'on avait un volet de formation. Puis il y a eu des démarches auprès du comité d'éthique qui ont vraiment été
fait par l'équipe de recherche là, avec Brianna et ses collègues. Moi, de mon côté, j'ai dû aller chercher un statut de chercheur. Pour ceux qui ne l'ont pas, ce statut-là, c'est une démarche qui se fait assez bien. Quand on commence à la faire, là, ça peut être impressionnant, les différentes choses à aller chercher, mais on a du soutien quand même du CIUS pour faire ça. Puis donc, d'aller chercher un statut de chercheur, il a fallu remplir un certain nombre de formulaires. Puis il y a eu beaucoup de travail de ma perspective là, par l'équipe de recherche. Et c'est un petit logo là, de feu d'artifice. Le projet a été accepté en février 2021, un petit peu plus qu'un an après les premiers courriels qu'on échangeait. On peut peut-être continuer pour la prochaine diapo. Puis là, il y a eu tout l'enjeu du recrutement des participants qui nous était référé par les professionnels de la clinique externe. Puis on se disait, on va essayer d'en évaluer beaucoup pour avoir entre 7 et 10 participants confirmés. Peut-être qu'on peut continuer parce que finalement, ce qui était prévu pour l'animation, ce qu'on a fait, puis ça, il y a peut-être un peu de répétition de la section de Brianna, mais je trouvais ça intéressant de le répéter ici. C'était une séance de 90 minutes par semaine sur 12 semaines. Puis habituellement, il y avait une pause de 10-15 minutes par séance, souvent au milieu de la séance, mais ça, c'était discuté au début du processus avec les participants pour les faire participer justement à l'organisation des séances de thérapie. Après les séances, je trouve ça aussi important de le mentionner, on restait, puis on faisait environ 15 minutes pour remplir des grilles de cohésion qui sont en fait des grilles où on cotait la participation de chacun des participants. Puis, il fallait aussi prendre une quinzaine de minutes là, pour faire des notes d'évolution pour chacun des participants. Puis, donc, on a eu un premier groupe. Enfin, je vais vous parler de 2 groupes. Là. Le premier groupe, il y a eu des évaluations initiales là, pour le recrutement en février puis en mars 2021. Puis, initialement, il y avait 11 participants potentiels qui ont été approchés. Ça serait environ 11. Moi, je ne suis pas certain parce que j'ai fait ça à partir de mes courriels puis tout ça, là, ce que j'ai pu trouver dans mes affaires. Il y en a possiblement eu plus, mais on n'avait pas un très grand nombre de participants potentiels pour le groupe 1. Puis d'ailleurs, ce qui est arrivé, c'est qu'il y en a 6 qui avaient confirmé. Puis finalement, il y en a seulement eu 3 qui vont s'engager vraiment là, dans le processus, là, qui vont être là pas mal à chaque semaine, qui vont participer beaucoup. Puis ça s'est tenu d'avril à juin 2021, puis c'était en visioconférence avec Marie-Ève et moi. Puis pour ce premier groupe-là, ça m'a vraiment sensibilisé à tout l'enjeu du recrutement quand on organise des groupes, surtout quand c'est la première fois qu'on les met sur pied. Comment de s'y prendre à l'avance, d'approcher beaucoup de participants potentiels. Puis dans le cas de ce groupe-là, c'est sûr que c'était des jeunes adultes en début de psychose, mais qui étaient intéressés de travailler sur leur relation intime. C'est sûr que c'était souvent des patients qui avaient un certain profil. Là, le profil, ils étaient aux études ou ils travaillaient. Donc, ils ne sont pas toujours disponibles ou en tout cas, ne sont pas nécessairement disponibles dans les heures de bureau habituelles. Puis à mon avis, ça a influencé le processus de recrutement. Il y a aussi eu toute une adaptation à la visioconférence parce que, bien que ça se fait, de faire des groupes par visioconférence, ça se fait bien. Il y a des participants qui ont des problèmes techniques. Parfois, il y a des gens qui vont fermer leur caméra, leur micro. Puis, c'est sûr que quand on est dans un groupe en personne, aussi, là, il peut y avoir des imprévus, des gens qui quittent le groupe, des gens qui vont moins bien au courant du groupe, puis il faut y faire face. Quand on est en visioconférence comme ça, puis quelqu'un ferme sa caméra d'un coup, on ne réagira pas nécessairement de la même façon. Donc, il y a une adaptation à ça. Il y a aussi une adaptation à la co-animation. Puis ce que je veux dire, là, probablement, peut-être ça va faire sourire Marie-Ève, c'est que moi, je me disais, hey, je suis dans un protocole de recherche, là, je vais suivre le manuel quasiment ligne par ligne. Puis donc, ça a été vraiment intéressant de s'asseoir et de se dire comment est-ce qu'on peut continuer ce processus-là, malgré que c'est dans un protocole de recherche, c'est pour garder vraiment puis mousser l'aspect thérapeutique de la démarche. Donc, à un certain moment, de suivre le manuel, mais
de laisser un bon espace aux participants là, pour qu'ils justement ils puissent utiliser qu'ils puissent bien utiliser le matériel. Puis j'ai vraiment été frappé dans le groupe 1 de l'enjeu de l'homogénéité versus l'hétérogénéité dans le groupe. Parce qu'on avait un participant un peu plus, ou c'est peut-être, dans le fond, si je vais de manière un peu plus générale, le niveau d'organisation des participants n'était pas pareil. Là. Il y avait des participants qui étaient moins bien organisés que d'autres. Puis, comme on abordait des sujets sensibles comme la sexualité, l'intimité, ça faisait un certain contraste. Puis, je vais y revenir dans le groupe 2. Parce que je pense que c'est des groupes où on gagne à avoir une certaine homogénéité. Puis s'il y a de l'hétérogénéité, peut-être qu'il faut y réfléchir au préalable bon, qu'est-ce qu'on ferait si un patient était plus désorganisé pendant une séance, par exemple. Peut-être que je peux continuer avec le groupe 2 parce que dans le groupe 2, on a eu une approche un peu différente. Puis ça aussi, je trouve ça intéressant de le souligner parce que s'il y en a d'autres qui débutent des groupes, des fois, le recrutement peut être difficile, peut être ardu. Mais là, on a eu une stratégie un petit peu différente. On a élargi le bassin de participants potentiels. On a approché plus de participants. Là. Moi, j'ai noté au moins 24. Puis, on avait quand même 9 participants qui avaient confirmé. Finalement, il va en avoir plus 5 qui vont s'engager davantage de septembre à décembre 2021. Là, cette édition-là, j'étais avec Magali pour les données, mais vous voyez comment le processus de recrutement a quand même influencé le groupe final. Puis, j'ai quelques réflexions à la diapo suivante. Sur le groupe 2, justement, l'enjeu du recrutement, là, je vous en ai déjà parlé. C'était un groupe qui était plus homogène, donc c'est sûr qu'il y avait moins de désorganisation au sein du groupe. Puis ça vaut vraiment pour les deux groupes. C'est un groupe qui m'a particulièrement touché. Là. Les patients étaient intéressés, ils amenaient souvent des très, très bonnes idées, ils participaient de façon authentique. On voyait que c'était vraiment des thèmes qui leur tenaient à cœur. Et Brianna vous a présenté tout à l'heure les résultats. Puis là, c'est sûr que je ne voulais pas partir avec trop d'hypothèses parce que, bon, c'est des hypothèses qui sont très personnelles à moi, mais c'est sûr que cette expérience-là m'a amené à me questionner sur les effets sur les patients à long terme, parce que certains des patients, c'est des patients que j'ai suivis par la suite à la clinique externe, puis certains continuent de faire référence au groupe là, plusieurs mois plus tard. Là, certains autres ont essayé de rencontrer des partenaires et quand même un certain temps après le groupe, puis ils ont vécu des déceptions, puis pendant cette phase-là de déception, ils faisaient référence à des choses qu'ils avaient parlé, qui avaient discuté pendant le groupe. Puis je me suis vraiment demandé si ça ne les avait pas aidés à traverser cette période-là de crise. Hein. Vous savez, certains patients psychotiques, quand ils traversent des périodes de crise où il y a des remises en question, c'est un moment de vulnérabilité. Il peut même y avoir des rechutes psychotiques. Bon, est-ce que c'est possible que des groupes comme ceux-là peuvent venir aider certains de ces patients-là? Bon, ça ne sera jamais possible de le démontrer avec une étude, ou en tout cas, ça serait très difficile, mais je me suis permis de vous envoyer cette réflexion-là sur le groupe 1 et sur le groupe 2. Alors, pour les projets d'avenir, on souhaite ardemment pouvoir en tenir un prochain groupe au printemps qui s'en vient. Par contre, on a le projet et va être conduit par une nouvelle personne, c'est-à-dire Justin Lamontagne, toujours dans l'équipe sous la direction de Tania Lecomte, donc un étudiant au doctorat. Et la demande a été remise cette semaine au comité d'éthique. Donc, on attend ça pour pouvoir procéder là, au recrutement qui prend quand même un certain temps. Et le groupe, du coup, c'était un peu la question que je pense que Dr Trottier-Duclos avait. C'est le groupe vise vraiment à être beaucoup plus inclusif. Cette fois-ci, il y aura, c'est toujours du 18-30 ans cette fois-ci, mais s'adresse aux hommes autant qu'aux femmes et avec différentes orientations sexuelles. Donc, pas juste, le premier groupe était vraiment pour les hétérosexuels. Donc là, tout groupe
confondu, là, on pense là, au LGBTQIA2S. Et puis, il va s'adresser aux troubles psychotiques, aussi aux troubles bipolaires et troubles dépressifs. Cette fois-ci, on dit ça ne sera pas obligé d'avoir un homme et une femme comme co-animateurs. En fait, il y aura, pour le prochain groupe, ça sera moi et aussi Dr. Claire Chalfoun qui participe là actuellement, on va co-animer le groupe. Et puis, je pense que à date, on aurait 32 patients qui ont été identifiés par des collègues de la clinique externe comme potentielles personnes à approcher, à proposer. Ils n'ont pas dit oui, mais c'est des gens qui cadreraient, qui ont, comme en termes d'intérêt et de profil clinique. Parfait. Alors, encore une fois, un énorme merci à vous trois pour l'excellente présentation que vous avez donnée aujourd'hui. Alors, il nous reste encore un peu de temps pour des questions. Et vu que je suis celle qui modère, j'irai peut-être avec une première question de mon côté. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir la possibilité d'élargir l'âge des participants, d'aller un peu plus vers du 35, vers... C'est pas les mêmes réalités? En fait, là, on va rester dans le cadre de la recherche qui est proposée. Oui. Et puis, je pense qu'ils veulent, Brianna, tu me corrigeras, mais je crois qu'ils veulent quand même avoir des comparatifs possibles. Mais après, évidemment, une fois l'entente avec Tania aussi, c'est on va pouvoir l'ouvrir après à notre clientèle, là, une fois que c'est sorti du cadre de la recherche. Est-ce que je fais erreur, Brianna? Est-ce que ça correspond? Oui, tout à fait. J'ajouterais que, en fait, pour expliquer un peu les raisons de pourquoi on reste dans ce cadre-là d'âge, c'est parce qu'en fait, présentement, c'est un enjeu qu'on veut beaucoup attaquer dans le premier épisode, en fait. C'est l'âge où souvent les gens vont commencer à dater beaucoup. C'est vraiment une partie assez centrale, donc on s'intéresse beaucoup à cet âge-là. Et aussi, quand on parlait d'homogénéité et d'hétérogénéité, c'est possible que les problématiques, les enjeux soient assez différents pour des personnes plus âgées, en fait, au niveau de leur relation intime. Donc, on voulait un peu mettre le focus sur les personnes qui vivent un premier épisode ou qui sont dans le début, en fait, de la maladie. Vous avez trouvé que dans le groupe, généralement, les participants avaient le même genre d'interrogation puis effectivement bénéficiaient de voir que d'autres personnes se posaient les mêmes questions, ou vous avez été surpris de voir à quel point il y avait toutes sortes de préoccupations différentes? Je trouve que souvent, le groupe amène ce réconfort de voir que je ne suis pas tout seul. Hein. Je pense qu'on l'a tous vu, ceux qui ont fait des groupes, c'est souvent ça qui est amené. Les différences, ce que je voyais, c'était beaucoup, s'il y a eu beaucoup d'utilisation de la pornographie, là, on avait des imaginaires assez distants, là, et donc il fallait faire beaucoup de psychoéducation à ce niveau-là. Donc, c'est là que je voyais qu'il y avait une hétérogénéité importante. Là. Moi, des fois, ça me frappait parce qu'on commençait, on parlait des ITSS parce que des fois, on abordait des sujets comme ça, là. Puis quand même, plusieurs participants réagissaient en disant, ben là, voyons, je connais ça, là, déjà, là. Je connais ça, là, puis il n'y a pas de problème, là, on n'a pas besoin d'en reparler. Fait que, oui, il y avait les intérêts, ils n'étaient pas tous au même endroit. Cela étant dit, entre autres, ça m'avait frappé dans le deuxième groupe, comme ils se ressemblaient un peu plus, ça finissait par se rejoindre. Puis, je pense que c'est pas nécessairement le fait qu'ils n'ont pas exactement les mêmes connaissances ou les mêmes préoccupations qui fait qu'ils ne se rejoignent pas tout le temps. C'est plus d'autres facteurs comme, exemple, une maladie qui est plus sévère, plus de symptômes résiduels, plus de désorganisation résiduelle. C'est comme ça que je l'ai vu. Oui, c'est comme ça que je résumerais. Je ne sais pas si Magali veut rajouter des choses. Je sais pas si... Oui, je dirais aussi qu'ils n'en étaient pas tous au même moment. Effectivement, ils n'avaient pas les mêmes préoccupations. Peut-être qu'ils se rejoignaient, mais ils avaient des représentations assez arrêtées et carrées aussi sur ce qu'ils voulaient, chacun avec leur expérience. Donc, il fallait trouver le point commun entre chacun, mais ils avaient des vécus bien différents et des attentes bien différentes aussi, parfois, oui. Merci
Merci beaucoup. Dans le fond, effectivement, nous, on n'a pas eu un gros N pour le groupe 1, là, pour le sud du Nord, mais c'est dans le contexte d'un projet qui est sur plusieurs sites. Peut-être que Brianna pourrait préciser cette partie-là. Il y a des sites en France, entre autres, en Europe. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Oui, donc en fait, on visait initialement environ 40 à 50 participants. Malheureusement, avec la pandémie, avec des délais, avec tout ce qui se passe au niveau de l'éthique, parfois ça peut être plus long, etc. On a seulement eu 27 au total, mais on visait plus haut. Donc, en effet, les conclusions, il faut quand même faire attention. Toutefois, les résultats sont quand même semblables à une étude pilote qu'on a menée. C'est les mêmes variables qui ont changé. Donc, ça nous encourage un petit peu là, dans la crédibilité de nos résultats, mais on veut faire d'autres résultats avec plus de participants, vraiment élargir les critères pour... puis une étude avec un groupe contrôle, idéalement, ça serait le meilleur, mais on n'a pas encore eu la chance de faire ça, malheureusement. Alors, merci beaucoup. Donc, ça vient conclure la présentation, en fait, la première présentation de 2023. Alors, encore une fois, merci aux présentateurs pour la qualité de votre présentation. C'était vraiment excellent.